écoutez, bonjour à tous. Merci de m'accueillir à votre événement Tunisia Digital Summit. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin. Effectivement, on va évoquer du coup pendant une heure ces stratégies B2B gagnantes, beaucoup d'acronymes qui des fois rendent un peu incompréhensibles du coup ces stratégies. L'idée, c'est aujourd'hui de vous expliquer simplement comment ça fonctionne. En quelques mots, donc, je suis le dirigeant de Winband, qui est une agence filiale d'MV Group en France, en Bretagne, experte en stratégie d'acquisition de prospects B2B, tout secteur d'activité. Et on travaille sur des stratégies d'inbound marketing, d'account-based marketing et de formation commerciale et de stratégie commerciale. L'objectif dans ces stratégies aujourd'hui digitales, c'est d'aller du contact à la vente. Et on est aussi organisateur d'un événement assez similaire au vôtre qui s'appelle Inbound Marketing France, qui aura lieu au mois de juin, du coup, à Rennes. Alors, ce que je vous propose, du coup, c'est de présenter simplement les choses. Donc, deux stratégies qu'on va évoquer, qui sont des stratégies B2B, cycle long d'achat. C'est tout d'abord l'inbound marketing, l'account based marketing. Je vais essayer en quelques mots de vous résumer ce que c'est pour retenir l'essentiel. L'inbound marketing, ça consiste à attirer à soi un prospect idéal qu'on va appeler dans notre jargon le fameux persona, qui au final est une personne. Ça peut être un directeur financier, ça peut être un DSI, ça peut être un directeur, une directrice marketing. On va répondre à ces problématiques par des contenus sur le web. Donc, c'est très tourné client. On ne parle pas de soi, on parle des problématiques du client auxquelles on peut répondre. Et on va diffuser sur les réseaux sociaux, le blog, le site internet, ces contenus pour l'attirer, faire en sorte qu'il accepte de son plein gré de s'identifier en téléchargeant un livre blanc, une vidéo, une checklist. Et quand il va du coup accepter de télécharger, il va nous donner de la donnée déclarative, son nom, son prénom, son mail, son téléphone. Et on va collecter de la donnée comportementale, de navigation. On va savoir sur quelle page il va, sur quel article il a lu. Et à partir de là, on va du coup pouvoir continuer à personnaliser le contenu en répondant de mieux en mieux à ces sujets, à ces problématiques, à ces enjeux. Et on va lui permettre de comprendre qu'on peut être un interlocuteur crédible. Et on va lui attribuer un score d'appétence, 10 points, 15 points, 30 points, 40 points. Et on va donc livrer aux commerciaux ce qu'on appelle un prospect qualifié chaud à contacter en priorité. Donc ça, c'est l'inbound. Je résume souvent ça comme étant une pêche au filet. Je pêche au filet largement une fonction, une personne que je cible. Autre stratégie très complémentaire qu'on évoque ce matin, c'est l'account-based marketing. L'account-based marketing, si vous voulez, c'est une stratégie extrêmement intéressante parce qu'elle est complémentaire à l'inbound marketing. Là, c'est un peu différent. Je vais concentrer mes efforts sur une liste de clients cibles stratégiques que je vais cibler. Pourquoi? Pour faire plus de marge brute, pour faire de l'upsell, pour attaquer un nouveau marché ou explorer un nouveau marché, ou pour développer des clients similaires à ce qu'on va appeler du one to few, qui consiste à être en fait un vertical. Je vais travailler ce vertical. Et donc, je vais construire un mapping de contacts. Ce mapping de contacts, si vous voulez, va me permettre d'avoir tous les contacts qui pourraient décider ou influencer de prendre un rendez-vous avec moi sur ce compte qui, au final, est une entreprise qu'on identifie. Et sur chaque contact, nous allons donc déployer, c'est extrêmement intéressant, nous allons déployer en fait un scénario hyper personnalisé de contenu qui interpelle chaque contact du compte, en moyenne 5 contacts par compte entreprise. Et l'idée, c'est d'aller créer un effet wow, créer quelque part un effet que je n'ai pas réussi à avoir dans d'autres stratégies marketing, en poussant un contenu hyper personnalisé, un livre blanc, une box, donc une boîte avec des documents dedans, un échantillon, un email par Sales Navigator quand je n'ai pas le mail, un courrier, une invitation à un événement. Et donc, l'objectif reste de décrocher ce fameux rendez-vous commercial en ayant un plan marketing hyper personnalisé. Donc, c'est extrêmement intéressant. C'est aujourd'hui vraiment quelque chose qui est en vogue en France et qui se développe très fortement. Alors, la question qu'on peut se poser, que se posent beaucoup d'entreprises, c'est aujourd'hui l'inbound marketing, c'est très en vogue, c'est très en mode. C'est du coup une stratégie de content marketing, de contenu qui parle à la cible. Et donc, voilà, inbound versus ABM, complémentaire. Quand est-ce que je fais de l'ABM? Quand est-ce qu'effectivement je fais de l'inbound marketing? Ce qu'il faut comprendre dans le schéma que je vous propose, c'est qu'on est dans la complémentarité. La complémentarité, c'est de se dire que je vais attirer des visiteurs pour les convertir et par le contenu à forte valeur ajoutée, je vais leur montrer ma compétence pour
vraiment les attirer, les convertir, les engager avec ma marque, mes produits, mes services. En fait, quelque part, j'évangélise, je fais comprendre ma valeur ajoutée. Et quand je suis en account-based marketing, c'est un peu différent. Je vais véritablement travailler sur l'identification de comptes clés. Donc, c'est une stratégie beaucoup plus précise. Alors, il y a plusieurs modèles qu'on va évoquer tout à l'heure. Je vais les engager par un contenu beaucoup plus personnalisé, là, par contact, et je vais construire une relation de confiance pour travailler ensemble. Alors, juste avant, peut-être, on peut revenir en arrière, c'est quand même de repréciser les choses. En inbound marketing, je vous expliquais comment ça fonctionnait, on devient son propre média au final. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je deviens mon média en diffusant ces contenus personnalisés et je vais m'adresser au client final. Quand je suis en ABM, je m'adresse à un groupe d'entreprises, quelque part à ces comptes clés. Et donc, là, ce qui est la vraie différence, c'est la personnalisation. On a un entonnoir, une forme d'entonnoir inversé, on appelle ça en marketing. En fait, il est en 3 étapes. En inbound, j'attire à moi des visiteurs qualifiés, on en a parlé, pour les inciter à remplir ce fameux formulaire. J'entretiens et je développe une relation par le marketing automation, ces fameuses plateformes qui me permettent d'identifier sur un bouton d'action, d'identifier, de collecter de la donnée dans une landing page, une page d'atterrissage sur mon site internet et de collecter de la donnée. Et ça me permet de personnaliser mon scénario d'emailing, ce qu'on appelle un workflow. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. En ABM, je recentre mon action sur les entreprises cibles, j'engage dans une campagne personnalisée et je construis une relation durable. Voilà un petit peu pour les différences. Alors, je vous ai résumé en fait ce qu'on est en train de se dire. En ABM, c'est quelques comptes clés avec un nombre restreint et identifié de clients potentiels. Alors, même si ça peut être un peu plus dense quand on fait du one-to-few ou du one-to-many, on en parlera tout à l'heure. Je personnalise le contenu. Je peux faire du social selling, c'est-à-dire contacter du coup les prospects par Sales Navigator, par LinkedIn pour aller les contacter directement. Je peux faire en amont des campagnes de notoriété qui viennent influencer le compte. Donc, il est possible aujourd'hui sur LinkedIn d'influencer les contacts d'un compte par une campagne qui va s'afficher du coup directement dans la timeline de leur compte LinkedIn. Je viens faire un marketing et un commerce vraiment très connecté. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, on est alignés, on travaille ensemble pour aller chercher ce fameux rendez-vous. Et je vais effectivement travailler sur la qualité des comptes clés ciblés. Je vais vraiment être sur de l'orfèvrerie. Dans l'inbound marketing, on est plutôt sur un secteur d'activité, un marché qui vise des milliers de DAF, des milliers de DSI et que je vais pêcher au filet et pour lequel je m'adresse comme un vertical avec un contenu très, très, très pertinent. Et j'utilise la technologie de la plateforme de marketing automation qu'on évoque exactement à l'instant. Ce sont des outils effectivement très intéressants qui permettent aujourd'hui très clairement de personnaliser, d'identifier et de séquencer mes fameux scénarios que je vais monter. Et puis, je vais travailler sur la qualité des leads. Je vais vraiment être sur la qualité des leads que je suis capable de générer. Ce qui est extrêmement intéressant aussi dans les étapes du coup, de l'inbound marketing, c'est les étapes qu'on se donne. En inbound, étape produire et partager des contenus pertinents, extrêmement important, à intervalles réguliers et faire de la publicité ciblée pour attirer ses visiteurs. Étape 2, du lead nurturing, donc nourrir ces fameux prospects qui se sont identifiés, les scorer et utiliser l'automation comme technologie. Et en étape 3, je segmente. J'ai bien ces étapes de customer journée avec des étapes de prise de conscience, de prise de considération et de prise de décision. Et je vais convertir, fidéliser ces clients et faire en sorte qu'ils deviennent aussi ambassadeurs. En ABM, donc, j'identifie ces comptes cibles. C'est l'enjeu majeur de ma stratégie. Savoir qui viser, des comptes précis. Je les engage et je crée un contenu de campagne hyper personnalisé. Donc là, c'est contact par contact. Et derrière, je vais effectivement aller travailler en complément de l'inbound ces fameux personas, ces contenus qui permettent de les sensibiliser. Et j'essaie de créer un effet que je n'ai pas créé dans d'autres campagnes, qu'on va appeler l'effet wow, où on dit souvent que l'ABM est une fête. Donc, l'ABM doit créer quelque chose que vous n'avez jamais créé en amont. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut se dire sur cette partie-là. On va du coup tout de suite avancer sur du coup comment définir une stratégie d'acquisition de prospects plus adaptée. Vous le voyez là, le visuel, c'est un peu un cockpit. Comment je fais comment je sais si je fais de l'inbound ou de l'ABM ou si je fais les deux. L'inbound marketing, c'est un marché vaste. C'est un marché où j'ai besoin d'évangéliser, donc d'expliquer ce que je fais, d'évangéliser auprès de ma cible.
C'est un prospect qui réalise principalement ses recherches sur Google, puisque je vais diffuser du contenu sur Internet que je vais référencer sur Google. Donc, il y a un vrai enjeu, si vous voulez, de travailler du coup à évangéliser, à présenter ce que je fais pour attirer à moi. Je suis dans un cycle de vente plutôt long. C'est-à-dire que si je suis sur du retail et que je vends des produits et qu'on peut acheter directement sur le site Internet, là, c'est plutôt du réengagement de panier client, c'est plutôt du web marketing, des AdWords que je vais mettre en place. Aujourd'hui, quand je suis effectivement sur de l'inbound marketing, comme c'est de l'évangélisation par le contenu, je suis dans un cycle long, ça veut dire de 4 à 6 mois. Et je cible une personne au final, un DAF, un DSI, un directeur marketing. Donc, si vous êtes sur un marché vaste, si vous avez besoin d'évangéliser sur votre offre, si votre persona que vous visez est sur Internet et vous êtes dans un cycle long d'achat, c'est plutôt de l'inbound marketing. Si par contre, à contrario, vous avez une proposition de valeur très importante, ce qu'on va appeler la ProBest, la proposition de valeur, sur un marché restreint, sur un segment, sur un nombre limité de contacts, sur un nouveau territoire, sur un vertical, sur la poursuite de clients de vos concurrents, si globalement vous êtes en capacité d'identifier ces comptes et d'aller les acquérir du coup par une stratégie d'hyper-personnalisation, avec des parties prenantes multiples, c'est-à-dire que votre compte, il y a pour prendre la décision le PDG de la boîte, le DAF, la direction marketing, le service concerné. Donc, j'ai plusieurs parties prenantes et que vous savez cibler cette entreprise-là, c'est plutôt de la compte-based marketing. Voilà un petit peu ce qu'on peut se dire sur les deux. On est vraiment aujourd'hui sur des différences de stratégie, mais c'est à la fois très complémentaire. Donc ça, c'est un point qui est important. Le contenu est au centre des deux stratégies. Il doit parler aux cibles. Donc ça, c'est extrêmement important. On parle aux cibles du coup avec du contenu. Et on a une stratégie aussi d'outils qui est assez équivalente, de l'automation en inbound marketing. Et puis, il y a une forme aussi de scénario d'automatisation flux coûts humains sur la partie ABM. On va utiliser du Sales Navigator, on va utiliser des bases de data qui permettent de collecter les emails, les noms, les prénoms, les fonctions. Donc, c'est un petit peu différent, mais l'objectif final est le même, hein, c'est de décrocher des fameux rendez-vous qualifiés sur des prospects. C'est plutôt au niveau stratégique que je joue effectivement un peu des deux. Pêche au filet d'un côté, pêche à la ligne de l'autre côté. Mais les deux stratégies ont un point commun sur le contenu qui est très personnalisé versus le persona d'un côté et qui est très personnalisé, voire hyper personnalisé versus le contact d'un compte sur l'autre stratégie. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'intérêt de vous évoquer du coup comment on peut mieux comprendre l'inbound et la BN qui sont des stratégies très tendances du coup dans le B2B et comment on peut justement savoir quand est-ce que je mets l'une des stratégies, quand est-ce que je mets l'autre des stratégies. Moi, je suis dans une approche de complémentarité sur un portefeuille client. Eh ben, je vais travailler le milieu de portefeuille en inbound et je vais souvent travailler le haut de portefeuille en account-based marketing. Et donc, je pense que c'est effectivement très, très intéressant de travailler les deux. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le détail, dans le vif du sujet, comme on dit. Et on va essayer de mieux comprendre, du coup, les enjeux et les différences. Quand je suis en inbound marketing, je parle de buyer persona. D'accord ? Le buyer persona, c'est ce fameux client cible que je vise. Quand je suis en account-based marketing, je parle de l'Ideal Customer Profile, d'accord? L'ICP. C'est quoi la différence? Le buyer persona, c'est une représentation fictive en fait d'une personne, de votre client idéal. C'est une personne que je vais représenter, que je vais construire grâce à ma connaissance client et prospect, grâce à des interviews prospects clients que je vais réaliser. Et ça va me permettre en fait d'aller très clairement chercher des éléments clés du persona. Les éléments clés, c'est quoi? La tranche d'âge, son poste, ses responsabilités, ses centres d'intérêt et de sensibilité, ses données de consommation média, par exemple, ses pratiques sur les réseaux sociaux. C'est quoi ses challenges à mon fameux client cible? C'est quoi ses peurs? C'est quoi ses frustrations? D'accord? Donc, on a un persona qu'on va créer sur la base de recherche réelle, d'entretien à partir de clients actuels et de caractéristiques que je vous ai citées qui permettent d'aller chercher en fait des tips qui permettent du coup d'avoir une meilleure connaissance prospect client et ça va nous permettre de réfléchir sur les thématiques qu'on va pouvoir lui proposer très clairement
pour l'attirer sur notre blog, notre site et nos réseaux sociaux. D'accord? Donc ça, c'est le fameux persona. L'idéal customer profile, et excusez-moi encore pour tous ces acronymes qui se multiplient dans le digital, en fait, c'est une entreprise au final. C'est un client parfait, mais qui est l'entreprise idéale que je cible. Et en fait, je veux en décliner des contacts. Et donc, l'approche, elle est simplement, elle est très complémentaire de l'inbound parce qu'elle va se rejoindre sur le fameux persona, mais effectivement, je vais cibler un profil entreprise. Dans les caractéristiques que je vais choisir, c'est le budget, c'est-à-dire qu'en fait, quel budget ce client pourrait représenter dans mon business plan et pourquoi aller le cibler? Parce qu'il me permettrait de faire une marge brute assez importante. Donc, c'est un client quand même haut de portefeuille. C'est un gros client que je vais aller chercher dans mon portefeuille. Je vais aller chercher donc la taille de l'entreprise. Je vais aller chercher le secteur d'activité, la géographie, qui peut être un élément clé, le cycle de vente actuel de ce client, la durée de vie du client, et je vais aller chercher des données qu'on appelle technographiques. C'est quel outil présent dans l'entreprise au niveau de la cible, le capital social, les effectifs, la présence à l'international, donc une vraie connaissance du compte. Et donc, quand je veux travailler mon fameux ICP, je travaille le marché de mon client, je travaille la connaissance du compte, c'est quoi les enjeux de mon client, c'est quoi ses projets à 3 ans, c'est quoi ces nouveaux produits, etc. C'est comme ça que je vais pouvoir du coup aller identifier des comptes à valeur ajoutée et je vais commencer en fait à créer une forme d'outil d'aide à la vente pour les sales en ayant de la donnée et de la valeur. Donc, on a des différences, c'est vrai, sur ces deux stratégies complémentaires. On l'a d'un point de vue stratégique, ce qu'on a évoqué en première partie, et on l'a par rapport en fait au profil cible qu'on vise, buyer persona d'un côté, ideal customer profile de l'autre. Voilà. On va aussi travailler véritablement la qualité des contenus. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne travaille pas la qualité et la quantité dans l'une des stratégies. Quand on est en inbound marketing, on travaille forcément un contenu qui est très tourné client, qui a de la valeur ajoutée, qui parle à la cible, mais qui doit être en forte quantité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, quand je mets en place une stratégie d'inbound marketing, il faut produire idéalement un contenu par semaine, 2 contenus par mois, c'est bien aussi. Et en fait, je vais travailler par campagne. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas mettre des contenus orphelins dans mon blog avec des dates, produire un contenu aujourd'hui, en avoir produit un mercredi dernier. Non, en inbound marketing, je travaille sur une stratégie qui parle à ma cible. Donc, je vais travailler par campagne de contenu, comme on fait une campagne de com', et je vais avoir un sujet clé au centre de cette campagne. Et cette campagne inbound va se décliner avec un contenu téléchargeable, un livre blanc, une vidéo, une checklist. Mais autour de ça, je vais habiller d'un article de prise de conscience, un article de prise de considération et un article de prise de décision qui vont accompagner cette campagne pour assurer d'attirer à moi et de référencer sur Google des contenus qui parlent aux personas que je vise et qui vont me permettre de télécharger ce fameux contenu que je vous évoquais et qui, lui, va permettre en fait de pouvoir avoir des données comportementales et déclaratives de ce prospect, de continuer à lui fournir du contenu personnalisé dans un scénario et de pouvoir avoir un score d'appétence et de les livrer dans les mains d'un sales. Donc, le contenu, il est à la fois très tourné client, très tourné sur les problématiques clients, il est en quantité sur l'inbound marketing. C'est indéniable. En ABM, il est beaucoup plus qualitatif et un peu moins en quantité. En ABM, je vais faire un scénario de contenu sur chaque contact du compte. Je rappelle qu'un contact entreprise a en moyenne 5 contacts. Donc, une entreprise a 5 contacts. Et je vais écrire un scénario pour chacun des contacts. Si je m'adresse au PDG, je vais contextualiser ce que j'ai appris sur l'entreprise et je vais m'adresser sur les problématiques du PDG de l'entreprise. Si je m'adresse dans ce scénario à un dire marketing, je vais plutôt lui parler de marketing, de stratégie marketing et d'invitation à des événements peut-être. Et si je m'adresse au DAF, je vais lui parler autrement. Et donc, je vais m'adresser à chaque contact du compte par rapport à sa fonction, par rapport à ses attentes. Et c'est comme ça qu'effectivement, je vais être plutôt dans de l'hyper-personnalisation du contenu et un peu moins dans la quantité. Et donc, là, on voit bien que sur ces deux stratégies inbound marketing et account-based marketing, ma stratégie de contenu n'est pas la même, même si elle est au centre des deux stratégies.
Alors, qu'est-ce qui est encore différenciant par rapport à l'inbound et la compte-based marketing? On a encore des éléments qui sont différenciants. Ma déclinaison n'est pas la même. En fait, une stratégie éditoriale en inbound marketing finit par décliner une stratégie de contenu qui va être dans le blog. D'accord? Et c'est à partir du blog que je vais attirer l'audience, attirer à la conversion des prospects qui m'intéressent, et je vais publier du coup ces contenus sur mes réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux sont un amplificateur. Ils viennent quelque part promouvoir le contenu, amplifier ce fameux contenu, d'accord? Pour du coup attirer de l'audience en volume conséquent sur mon site et mon blog et travailler cette fameuse conversion que je n'aurai que par l'automatisation et les fameux outils de marketing automation. Donc ça, c'est un peu la déclinaison de ma stratégie éditoriale, blog, promotion sur les réseaux sociaux et site internet. Quand je suis en account-based marketing, comme en fait on est beaucoup plus proche de l'équipe commerciale, la déclinaison de ma stratégie éditoriale se fait dans une bibliothèque de contenu pour les sales. Ils vont aller piocher dans ces fameux contenus dans leur scénario pour y joindre des contenus que je leur ai préparés. Un courrier type, un email type, un in-mail, c'est ce qu'on envoie par Sales Navigator type, un livre, une infographie, des articles, des livres blancs, des vidéos, tout ça est à disposition. Pourquoi? Quand on est en account-based marketing et en inbound marketing, la proportion de la répartition entre les équipes et ces fameuses teams n'est pas la même. Quand je suis en inbound marketing, 70% du travail est fait par les équipes marketing et 30% est fait par l'équipe commerciale qui traite des leads qualifiés chauds et qui va du coup avoir un taux de transformation meilleur. Quand je suis en account-based marketing, je fournis du coup un travail qui est un peu différent, c'est 70% des équipes commerciales et 30% du marketing qui fournit cette fameuse bibliothèque. Et les commerciaux ont souvent des scénarios qui sont déjà conçus et qui vont déployer eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des interactions. Si votre client interagit, vous répond sur Sales Navigator, vous répond à votre mail, répond à votre appel téléphonique, bah c'est bien à vous de réagir et de changer le scénario ou de continuer à avancer pour assurer votre client. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on avance. C'est une déclinaison qui n'est pas forcément la même entre les deux stratégies, mais encore une fois, le contenu est central. Autre point important, c'est du coup la corrélation entre les deux. Vous devez assurer du coup aujourd'hui un point commun, c'est votre persona qu'on décline. Et autre point très important que j'évoque, que je vous ai évoqué là il y a quelques minutes, c'est ce fameux alignement équipe commerciale et marketing. L'alignement est une nécessité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas réussir à travailler du coup en inbound ou en ABM si vous n'alignez pas vos équipes. Ça veut dire quoi, aligner ces équipes? Ça veut dire travailler main dans la main. Quand en inbound marketing, je mets en place des stratégies de contenu, eh ben, vous devez travailler avec les commerciaux qui peuvent vous remonter des sujets clés qui viennent du terrain. Les commerciaux sont le mieux placés dans une stratégie de inbound marketing pour connaître les problématiques, connaître les objections de vos clients. Et donc, tout ça, ce sont des sujets, c'est de la donnée extrêmement intéressante pour améliorer votre stratégie de contenu qui parle à la cible. Donc, alignement en inbound marketing sur la stratégie éditoriale. Deuxième sujet de l'alignement en inbound marketing, c'est le traitement des leads. Moi, je vous invite à créer chaque mois des réunions qu'on appelle Smart Marketing. C'est des réunions avec l'équipe marketing et commerciale qui discutent ensemble chaque mois et le marketing présente les actions qui vont être menées sur les mois, un salon, une stratégie de contenu avec un livre blanc pour télécharger du coup et acquérir des leads, des sujets clés qui vont être traités, qui viennent des réunions précédentes. Donc, un vrai alignement et une discussion ouverte entre le marketing et le commerce, ça c'est important. Et puis, le commerce a aussi des obligations. Est-ce que les leads du mois dernier ont été traités? Quel chiffre d'affaires on a fait sur l'action marketing? Et donc, on voit bien qu'il faut commencer par cette fameuse réunion Smart Marketing chaque mois. Et il faut sans doute commencer par définir 5 engagements du marketing d'un côté et 5 engagements des sales de l'autre. Et on démarre comme ça, on avance comme ça, et petit à petit, on affine. Mais cette réunion, elle est essentielle et elle doit aussi
être suivi d'un tableau de bord qui permet du coup, quelque part, de suivre les KPI de chacun, qui ne sont pas toujours les mêmes et il y a des incompréhensions. Ça vous fera sourire, mais on dit, le marketing dit souvent le commerciaux n'appellent pas les leads qu'on leur fournit et les commerciaux disent les leads que nous fournissent le marketing sont de mauvaise qualité. Donc, pour couper court à tout ça, le meilleur moyen qu'on a, c'est quand même de s'aligner. En ABM, c'est un point commun, c'est un vrai point commun, l'alignement. Le marketing travaille à fournir une bibliothèque de contenu de grande qualité. Les sales s'en emparent. C'est forcément travailler main dans la main pour les sujets, pour les contenus. Mais en ABM, on est au commerce. Tout ce qu'on prépare en ABM, c'est en fait un outil d'aide à la vente. Et donc, il faut absolument agir là-dessus pour du coup que le marketing puisse changer un contenu, puisse le réadapter, puisse le repersonnaliser. Et puis, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le changement de paradigme qui est très fort, c'est que l'inbound marketer, pour avoir du succès, doit devenir un peu commercial et le commercial doit devenir un peu inbound marketer. Et voilà, et donc on travaille main dans la main, on partage les mêmes compétences, on partage la même compréhension des sujets, c'est extrêmement important. Et donc, c'est bien comme ça qu'on va pouvoir avancer et avoir du succès. 82% des entreprises qui estiment avoir un succès ont un contrat d'engagement marketing et commerce pour avoir un vrai succès. Donc, il faut une sorte de contrat de qui fait quoi. Et moi, je pense que le succès de l'alignement, c'est aussi un succès de direction générale. La direction générale doit dire à un moment donné, écoutez, notre stratégie de 2021, c'est de s'aligner. Et donc, vous travaillez ensemble, je vous demande de vous voir, je vous demande de concevoir les campagnes ensemble et je vous demande chaque mois de faire une réunion avec des KPI qui parlent à tous et qui font que vous travaillez ensemble. Donc, on voit bien que c'est un facteur de succès et c'est extrêmement important aujourd'hui de travailler ce fameux alignement. Autre point important, c'est que je pense qu'une stratégie marketing aujourd'hui ne peut pas se faire dans un service marketing. Seule, elle doit se faire entre le service marketing et le service commercial. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le terrain, il y a à la fois les échanges qu'on peut avoir, il y a à la fois ce fameux contrat avec des obligations pour chacun, mais il y a surtout une stratégie globale de l'entreprise qui est portée par la direction générale et qui fait qu'on décline une stratégie construite ensemble. On ne peut plus séparer les deux. Il y a trop aujourd'hui d'opportunités commerciales, il y a trop d'outils qui doivent être nourris, qui doivent avoir le ton, qui doivent avoir des éléments de langage choisis par l'entreprise et la direction générale. Donc, tout ça doit se coordonner. Et donc, ce n'est pas une usine à gaz, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à mettre en place, c'est juste changer un peu la manière de travailler et surtout travailler sur ce fameux alignement. Alors, on est dans un monde qui change. Vous l'aurez malheureusement tous subi avec ce fameux Covid. Il y a aussi du bon dans tout changement. On dit souvent que le changement est aussi une opportunité. On a tous du coup connu une année un petit peu particulière. Ce qu'on peut retenir de cette année, c'est que là où on aurait pu te dire que beaucoup d'entreprises étaient en retard sur la digitalisation, globalement, elles se sont toutes équipées assez rapidement pour travailler en distanciel. Donc, en fait, coup de chapeau quand même à de nombreux pays et à beaucoup d'entreprises qui ont su s'adapter assez rapidement au télétravail et assez rapidement à des rendez-vous en visioconférence. Donc ça, c'est vraiment un point très positif, c'est la capacité d'adaptation. On ne peut que s'en féliciter. Deuxièmement, autre point positif, c'est que toutes les entreprises se sont retrouvées dans des configurations un peu identiques. Donc, de toute façon, on a tous envie de sortir par le haut de la crise. On a tous envie de travailler et de trouver des solutions pour développer notre business. Donc, quelque part, ce sont des points positifs et il faut avoir un regard positif. C'est voilà, il faut s'adapter, on s'est adapté et tout le monde est un peu dans le même bateau. Moi, je retiens quand même 5 changements très forts qui sont à appréhender de toute stratégie digitale B2B à mettre en place aujourd'hui. Premier changement, alors je vais vous donner quelques petits chiffres, 57% du processus d'achat se fait sur Internet aujourd'hui par les acheteurs avant d'avoir un contact avec un commercial en B2B. Ça veut dire que la part d'Internet, la part de la donnée que vous allez chercher avant de prendre un rendez-vous ou pour vous rassurer d'un rendez-vous qui est déjà pris, elle est extrêmement importante. Je rappelle, 57% du processus d'achat se fait sur Internet avant d'avoir un premier contact avec un commercial de l'entreprise. Donc, élément clé qui doit être pris en compte et qui doit nourrir le fait que vous alliez sur des stratégies digitales
C'est du coup un point clé du succès de la stratégie, d'autant plus que ça s'amplifie avec du coup les rendez-vous en ligne et la vente à distance. Deuxième élément clé que je trouve extrêmement important, 66% des Français préfèrent la visioconférence aux réunions physiques. C'est une source de Deskeo. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui s'est mis en place en distanciel va perdurer dans le temps. Alors, on a tous envie d'aller en rendez-vous physique, on a tous un plaisir fou à aller à des rendez-vous physiques, mais ça veut dire aussi qu'une partie des rendez-vous liés à la distance, liés au coût financier de ces déplacements-là, liés à la facilité aussi d'échanger par visioconférence, fait que ça va perdurer. Et donc, on doit adapter la vente à une continuité d'une partie des rendez-vous en distanciel. Troisième élément très important, 66% des clients se tourneraient vers la concurrence dans le cadre d'un contact à la vente qui ne serait pas assez personnalisé. Donc, le métier du commercial est mort. Le métier aujourd'hui, c'est d'être conseil commercial, donc d'être conseiller commercial, de personnaliser tout ce qui est contexte client, de personnaliser mon approche, d'envoyer un contenu qui parle à mon client et de personnaliser mon approche commerciale. Je ne vends plus sur catalogue, je personnalise mes conseils et ma proposition commerciale. Quatrième élément que je trouve intéressant, c'est le discours purement produit est mort. Aujourd'hui, le client, il trouve les caractéristiques du produit sur Internet. Donc, il peut récupérer la fiche produit. Ce qui l'intéresse, c'est encore une fois de la personnalisation. C'est qu'il veut un produit sur mesure. Il veut une présentation qui lui parle à lui sur ce qu'il va pouvoir faire de vos produits, de vos services. Il ne veut plus du catalogue et de l'étagère. Et cinquième point important, on parle beaucoup d'expérience client et beaucoup à cause du retail, réengagement du panier client, expérience client, etc. On est passé à l'ère en B2B de l'expérience prospect. D'accord? C'est-à-dire que je dois proposer à mon prospect une expérience qui est extrêmement intéressante. Et donc, c'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est ce que propose la BM. C'est une expérience prospect, au final, qui est unique pour lui et qui est hyper personnalisée. Vous voyez, donc 5 changements extrêmement intéressants qu'on évoque là ce matin et qui sont à prendre en compte très clairement de toute nouvelle stratégie que je peux mettre en place. Donc voilà, je pense qu'il faut, il faut pas, ça serait une erreur de repartir du Covid comme si de rien n'était et en se disant bah, on fait comme on pensait et puis, comment dire, on avance comme ça. Autre élément qui est du coup intéressant, c'est cette fameuse stratégie account-based marketing, très récente aux États-Unis, 2017, et qui peut du coup nous évoquer l'idée pourquoi du coup aller vers cette stratégie, pourquoi aller travailler mon haut de portefeuille. Moi, je noterais 4 éléments très intéressants qui pourraient vous motiver à réfléchir à une stratégie d'account-based marketing sur votre portefeuille client. Premier élément, se concentrer sur des comptes stratégiques à fort potentiel. Alors, très intéressant en termes de marge brute, très intéressant en termes de développement business, mais surtout, c'est intéressant quand vous avez déjà un succès. Quand vous avez un cas client réussi d'un grand compte client, eh ben, c'est extrêmement intéressant d'aller essayer de dupliquer ce succès pour effectivement continuer à décrocher 3 comptes, 4 comptes, 5 comptes, 20 comptes de haut de portefeuille. Donc ça, c'est un élément clé, c'est un élément que je trouve extrêmement intéressant. Deuxième élément clé, c'est privilégier des comptes à relancer. On sort d'une année un peu particulière. Il y a des secteurs en difficulté, du coup le transport aérien par exemple, le tourisme, mais du coup il y a aussi des opportunités. On a des secteurs qui ont besoin de se relancer, qui ont besoin de mettre en place des stratégies, qui ont besoin de services et de produits pour du coup rebondir, se relancer et réactiver du coup du business. Donc, premier élément, se concentrer sur des comptes stratégiques à fort potentiel pour le haut de portefeuille, surtout si on a des cas clients réussis dans des grandes entreprises. Ça, c'est bien. Deuxième élément, privilégier les secteurs à relancer. Je pense que ça peut être une stratégie à compte-based marketing très intéressante versus la crise qu'on a connue sur les 12 derniers mois. Autre stratégie qui est intéressante, c'est les clients similaires A. Similaire A, ça ressemble à un vertical. Un vertical, c'est je vais sur, par exemple, des agences immobilières et je vais traiter l'ensemble des agences immobilières en termes de clients. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que je connais ce vertical, je le travaille à niveau marché,
je le travaille au niveau d'une offre produit très personnalisée et je peux exploiter du coup mes contenus sur tout le vertical. Donc, j'ai beaucoup moins d'efforts à faire dans mon hyper personnalisation de contenu. Je vais pouvoir utiliser massivement des contenus que j'ai déjà faits parce que je les ai faits pour acquérir certains clients. Et comme je veux augmenter ma part de marché dans ce vertical, je vais pouvoir augmenter du coup la diffusion de ces contenus-là. Et quatrième point, je crois qu'il faut réfléchir en ABM aussi à réorganiser ses équipes. Réorganiser ses équipes, ça veut dire quoi? Ça peut être une business unit où en fait, du coup, je vais sur un marché, ce qu'on disait un peu par rapport au vertical, mais ça peut être aussi retravailler mes portefeuilles clients par rapport à la taille. Si je suis du coup plutôt milieu de portefeuille, je suis en inbound et je peux avoir des commerciaux dédiés à cette stratégie-là. Si je suis haut de portefeuille, je peux avoir du coup des commerciaux qui seraient dédiés à cette partie-là sur la partie du coup haut de portefeuille, toujours de la même façon. Et je peux aussi réorganiser en ABM avec des chasseurs et des éleveurs. J'ai des profils commerciaux qui sont très clairement différents. Il y a des gens très à l'aise dans la chasse, il y en a qui le sont moins, et il y a des gens très à l'aise dans l'élevage et qui vont bien suivre mes clients. Voilà, 4 tips que je voulais vous donner ce matin en complément du changement de contexte, c'est effectivement pourquoi aller vers l'ABM et quel intérêt je peux véritablement avoir dans cette stratégie-là. L'ABM, si vous voulez, il y a une infographie très très bien qui a été diffusée par le CMIT, le Club des marketeurs en tech en France, qui a du coup sorti 13 données chiffrées très intéressantes. Moi, je retiens 4 chiffres. Souvent, on retrouve la loi de Pareto qu'on a appris à l'école en mathématiques. 20% des clients génèrent 80% du business. Donc ça, c'est quand même un élément clé de réflexion sur une stratégie ABM. Deuxième élément clé, c'est que 50%, l'ABM réduit de 50% le temps perdu par les équipes commerciales sur de la prospection inefficace. Forcément, c'est plus ciblé, c'est plus personnalisé, ça structure la démarche commerciale, ça l'organise. Donc, effectivement, c'est un élément qui est effectivement très, très important et qui permet du coup, justement, d'aller quelque part travailler un peu autrement avec les commerciaux et être efficace. Autre élément intéressant, les acheteurs qui reçoivent des contenus perçus comme personnalisés sont 40% enclins à travailler avec un fournisseur. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'hyper-personnalisation facilite, c'est une aide à la vente, ça facilite forcément l'attraction qu'on peut avoir sur un prospect. Et quatrième élément, 80% des entreprises disent que le bénéfice principal du stratégie BM, c'est l'augmentation de l'engagement de leurs comptes clés. Oui, c'est ce qu'on visait. Donc, ça marche, c'est prouvé. Et donc, c'est extrêmement intéressant aujourd'hui de se poser cette question-là et de faire ce focus-là ce matin parce qu'on a beaucoup parlé d'inbound marketing dans beaucoup de conférences, un peu moins d'ABM. C'est effectivement des éléments clés que je veux évoquer avec vous ce matin. Pourquoi vous devez vous intéresser du coup à l'ABM? C'est exactement les éléments que je vous ai évoqués tout à l'heure. C'est se concentrer sur des comptes stratégiques, privilégier des clients à relancer, aller sur des clients similaires ou créer des BU dédiés sur votre métier. Mais il y a une fameuse roue qui existe en ABM qui fait qu'on peut réfléchir aussi à des nouveaux territoires. On peut réfléchir à des nouveaux secteurs d'activité. On peut réfléchir à faire du cross-sell entre filiales d'un même groupe. D'accord ? Donc, c'est tous ces éléments-là, avec la sortie d'un nouveau produit, qui aujourd'hui sont des éléments clés et des idées clés pour aller développer du coup une stratégie ABM. En ABM, sans rentrer dans le détail, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, on est plutôt dans une compréhension de inbound versus ABM, mieux comprendre du coup les enjeux, mieux comprendre l'organisation. Mais si on rentre un petit peu dans le détail, il existe 3 stratégies en account-based marketing. Le one-to-one, je fais de l'hyper-personnalisation sur des comptes, sur des contacts de comptes. Et donc là, c'est orfèvrerie, coûts humains. Je vais vraiment faire une campagne, un scénario de 2-3 contenus pour chaque contact du compte pour l'influencer et faire en sorte qu'il décide de prendre un rendez-vous avec moi. Le one-to-few, je suis sur ce fameux vertical. Je vais m'arrêter beaucoup moins loin et je vais moins personnaliser. Je vais faire un contenu qui, globalement, va parler à ma cible et va, quelque part, me permettre de toucher ce fameux vertical. Alors, le one-to-few, c'est bien parce que je peux aller toucher, par exemple, des agences immobilières. Je peux aller toucher un secteur de l'industrie. Et si c'est des clients communs que je vise, je vais viser tous ces clients un peu de la même façon. C'est du coup un peu moins personnalisé que l'ABM one-to-one.
C'est une vraie différence. Et derrière, je remonte d'un cran, je fais du one-to-many. Là, je vais viser un ensemble de comptes beaucoup plus large. On parle de 100, mais souvent, c'est 300, 1000, 1500 comptes. Et là, ça s'apparente un petit peu à du programmatique, si vous connaissez du coup ce sujet. C'est en fait des campagnes, quelque part, de display qui vont être programmées sur des comptes, sur des groupes d'entreprises. Et je vais du coup travailler beaucoup mon influence, ma notoriété. Et c'est comme ça que je vais pouvoir toucher et influencer un nombre de comptes élevé. Mais ça n'a rien à voir avec du one-to-one, où là, je fais du cousu main. Donc, 3 niveaux différents qui répondent à des objectifs différents. Moi, j'ai forcément, comment dire, une vraie appétence pour le one-to-one, même si on délivre les 3 stratégies, parce que le one-to-one, on crée l'effet que l'ABM est une fête. On crée quelque chose, un parcours, une expérience prospect qui est unique. Et là, véritablement, on a quelque chose qui n'a jamais été fait par d'autres campagnes de web marketing ou de communication. Donc, je crois beaucoup à ces stratégies hyper personnalisées. On en a parlé, cette fameuse rouge stratégique. Alors, elle est très importante en ABM parce que vous devez définir, c'est pour ça que j'en reparle, une stratégie ABM en amont. Comment on définit quel persona on va aller cibler en inbound marketing? Et on doit définir quel compte je vais chercher en ABM, mais surtout pour quelles raisons je vais les chercher, quelle est ma proposition de valeur versus ces comptes. Donc voilà un élément très très important qu'il faut savoir. Voilà. Les étapes clés de l'ABM, pour entrer dans le détail, étape 1, identifier les comptes stratégiques qui je vais chercher. Ensuite, identifier les centres d'intérêt, les problématiques des comptes stratégiques. Donc là, c'est hyper important. C'est comme ça que je vais décliner une stratégie éditoriale. Élément 3, collecter des infos sur la connaissance du compte. Élément 4, collecter des infos sur le cercle de décision, les contacts, les fonctions et aller chercher des données sur les réseaux sociaux pour mieux comprendre ces contacts. Élément 5, concevoir des campagnes hyper personnalisées. Et élément 6, mesurer, optimiser les campagnes ABM. Donc, on voit bien qu'on a 6 étapes clés assez simples au final. Au final, on n'a pas réinventé la manière de pratiquer le commerce, mais on vient apporter une vraie aide à la vente, structurée, organisée pour avoir des succès sur ces fameuses prises de rendez-vous. Et élément qui est extrêmement important, que je vais vous rappeler là, en 2021, il faut contextualiser son approche commerciale et il faut être tourné client. Il n'y a pas le choix, c'est le client, il attend de vous une compréhension de son activité, une compréhension de ses problématiques et il attend de vous que vous lui parliez à lui et que vous arrêtiez de parler de vous, de vos produits, de votre marque. Ce qu'il faut, c'est parler client, c'est prioritaire dans une stratégie 2021. Donc, en résumé, ce qu'on peut se dire, c'est effectivement le B2B est en forte évolution. La part du web pour acquérir des clients, vous voyez, elle est à 57%, elle est extrêmement importante. Les stratégies B2B ont évolué, les outils sont là, les outils de marketing automation, les outils de suivi de campagne en ABM, la data est là. Donc aujourd'hui, il faut s'adapter au monde qui change, il faut s'adapter à cette data, il faut s'adapter au digital. Il faut du coup avoir des stratégies beaucoup plus structurées, beaucoup plus organisées, qui ciblent soit un client idéal qui est le persona, soit une entreprise idéale qui est l'ICP. Et donc, à partir de cette stratégie-là, on a un contenu qui est l'élément majeur de ces 2 stratégies qui apporte de la valeur, qui montre sous un autre angle votre proposition de valeur. Et on vient du coup générer des prospects dans les 2 cas, qualifiés, chauds pour accélérer le développement des entreprises. Voilà un petit peu ce qui est le sujet de ce matin. J'espère avoir été du coup pédagogue et de vous avoir donné en tous les cas des éléments clés. Et je suis à disposition pour répondre à vos questions en direct ce matin.